Étape 2, celle de la construction. Les sociologues s'interrogent donc sur un fait de société, ils vont étudier des recherches qui ont déjà peut-être été effectuées là-dessus, ou bien sur des sujets proches, sur une population proche, sur des processus proches, sur des lieux qui ressemblent, etc. C'est ce qu'on va appeler donc une revue de littérature, une revue de questions. Et c'est là qu'on entame la deuxième partie. Certains chercheurs, comme Kivi et Van Kampenhout, vont considérer que ça c'est toujours dans la partie de rupture ou distanciation ou conquête. D'autres considèrent que lorsqu'on fait ça, on est déjà dans la construction. Donc cette étape 2, si on continue sur les exemples de questions que j'ai cités, eh bien, sociologue va aller s'intéresser aux travaux sur le ou les sports, par exemple sur les origines potentielles du sport, sur les particularités des disciplines sportives, par exemple du football, aussi des travaux qui s'intéressent aux causes sociales de la violence, aux relations entre violence et sport, que ce soit pour la première ou pour la deuxième question. Tout ce qui touche aussi à l'immigration, aux notions d'intégration, d'assimilation, d'acculturation, et plus spécifiquement aux effets sociaux de l'immigration franco-maghrébine et franco-algérienne, pour ce qui concerne les sifflets de la Marseillaise. Voilà, tout un tas vous voyez, de recherches déjà menées qui vont éclairer la question précise qu'il se pose. Cette phase 2, elle s'appelle la phase de la construction parce que, pour Gaston Bachelard, le fait scientifique est construit par la raison. Construit par la raison parce que, justement, il va y avoir une construction théorique autour de la question qui s'appuie sur des travaux scientifiques antérieurs. Et donc, pendant cette phase, il va y avoir deux choses qui vont arriver. D'une part, toutes ces lectures vont contribuer à défricher le terrain. Ça va permettre d'affiner la question de départ, la question sociologique qui s'est posée, de l'orienter vers une question plus précise, à laquelle personne n'a encore répondu. Et puis, étudier tous ces travaux va leur permettre en même temps de se forger peu à peu une idée plus précise aussi de la réponse possible à cette question. Ça, c'est ce qu'on appelle une hypothèse. Vous commencez à connaître ce terme, je suppose, dans les autres sciences, et puis on en a parlé rapidement dans le CM de régulation. Cette idée, cette hypothèse, c'est quoi? Finalement, c'est comme un pari sur le résultat. Un pari qui est plus seulement basé sur les a priori du sociologue, parce que l'hypothèse, elle s'appuie sur tous les travaux antérieurs qu'il a pu collecter et qui lui a permis de se constituer une idée vraiment plus précise de ce qui pourrait se passer. Mais c'est loin d'être une réponse sûre, d'être une réponse définitive. Elle est toujours fragile parce qu'elle n'a pas été testée, si on emploie les termes qu'on utilise facilement dans les sciences dures. Elle n'a pas encore été vérifiée sur le terrain. Elle n'a pas encore été constatée. Et aussi, et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est non seulement un pari sur le résultat, mais c'est aussi un choix du chercheur sur la piste à suivre, sur la manière d'aller chercher la réponse. Ça nous amène à un autre point. C'est que la sociologie, c'est une science douce, c'est-à-dire une science non exacte. En effet, les faits sociaux sont extrêmement complexes parce qu'ils sont multidimensionnels, multifactoriels et qu'on n'est pas capable d'isoler des variables, comme on peut espérer le faire en physiologie ou en psychologie, par exemple. Ça implique que si les chercheurs arrivent à se mettre d'accord sur les constats de départ, par exemple, il y a des Français issus de l'immigration, maghrébine, voire portugaise dernièrement, qui sifflent l'hymne français lors de matchs de football de l'équipe nationale française. Bien, il y a souvent plusieurs manières d'expliquer ces constats. Plusieurs manières d'expliquer ces constats, notamment parce qu'il y a souvent des manières différentes d'aborder un phénomène. C'est-à-dire que l'on peut déjà se poser plusieurs questions à partir d'un même phénomène.
Et puis aussi parce que les sociologues ne sont pas toujours d'accord sur les modes d'explication. Un chercheur peut davantage insister sur le poids de la structure sociale, sur le comportement des individus, ou davantage sur les capacités des individus à agir et à fonder le phénomène social et donc finalement la société. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois et c'est ce pourquoi, je vous l'ai déjà dit, je vous ai fait regarder la violence dans les stades de plusieurs manières différentes. Comme dans les autres sciences, on va essayer de trouver un modèle d'explication qui est forcément plus simpliste que ce qui se passe vraiment. Et ça, c'est la même chose dans les sciences physiques ou la physiologie ou la psychologie, mais un modèle d'explication qui va nous permettre de comprendre un peu mieux comment fonctionne la société et permettre aux chercheurs suivants d'affiner encore un peu plus le modèle. Pour préciser un peu les termes, on peut dire qu'un paradigme, c'est vraiment un ensemble théorique, un modèle théorique de pensée qui propose qu'on va appeler des cadres conceptuels, des cadres de pensée qui vont orienter l'analyse des chercheurs. Et en sociologie, il y a grosso modo, pour le dire très rapidement, 2 grands paradigmes. On en a déjà parlé, le paradigme holiste, qui va plutôt être sur l'action du tout de la société, et le paradigme atomistique, qui va être plutôt sur les parties, les atomes que compose la société, donc les individus et leurs actions qui forment la société. Bon, donc un paradigme, c'est un modèle théorique de pensée. Une théorie, c'est à l'intérieur de ce paradigme un ensemble de lois, de règles qui permettent d'expliquer ou de comprendre la réalité sociale. Cette théorie, elle est organisée en système cohérent et elle entre à l'intérieur d'un paradigme. Ça va être par exemple la théorie de l'acteur rationnel dans le paradigme atomistique ou encore la théorie de la violence symbolique dans le paradigme holistique. Et une théorie, elle va être vérifiée ou mise en débat ou démontrée. On n'utilise pas trop le terme démontré en sciences sociales parce qu'on pense que jamais une théorie n'est totalement démontrée, par confrontation avec le terrain. Avec l'expérience du terrain, mais on ne parle pas d'expérience au sens d'une expérimentation en laboratoire. C'est vraiment confronté au terrain et avec les travaux d'autres chercheurs. Donc pour résumer, en sociologie, on l'a déjà vu plusieurs fois et je le redis une dernière fois, il existe en fait ce qu'on pourrait appeler plusieurs paires de lunettes possibles. On peut prendre des paires de lunettes grossissantes ou au contraire qui mettent beaucoup de distance. Eh bien, c'est ça que ça veut dire à peu près. Il existe plusieurs paradigmes et à l'intérieur plusieurs théories qui coexistent et qui vont proposer plusieurs analyses de la vie sociale et même plusieurs analyses d'un même processus, suivant les définitions que le chercheur a retenues au début de son travail. Et à ce propos, il y a des débats, il y a des controverses entre les théories. Et donc ces paradigmes, ils sont utilisés pour comprendre et ou expliquer plusieurs facettes d'un même phénomène. Donc on va regarder des facettes différentes suivant quelle sensibilité on a et dans quel paradigme on se situe, mais aussi parfois pour donner une explication différente à un même constat. Et là, je vous renvoie aux exemples sur l'école. La théorie de l'acteur rationnel, d'un côté, on fait des choix selon des coûts, risques, bénéfices, ou alors la théorie de la violence symbolique. L'école exerce une violence symbolique sur les enfants des classes populaires et c'est ce pourquoi ils réussissent moins bien.